Welcome, bienvenue pour ce nouvel épisode ou si vous nous regardez sur YouTube, bienvenue à vous mes amis sur YouTube. Je suis comme toutes les semaines, on a décidé avec Gary de vous faire une émission. Il n'y a pas de nom de podcast, tu sais pas? Si, coach sportif indépendant. Ok, bah voilà. Bienvenue sur le podcast Coach sportif indépendant. Je connaissais le nom de la chaîne YouTube, mais ouais, c'est vrai qu'on peut également mettre. Ouais, ça paraît logique. Épisode 0 la semaine dernière. On l'a pas encore lancé, donc on ne sait pas si ça vous a plu, espérons. Mais en tout cas, on a décidé de continuer. En tout cas, on le fait pour nous aussi. Donc, ça nous permet de pouvoir mettre des mots et des concepts aussi à ce qu'on va vous partager. Là, Gary m'a envoyé ce matin, pour être très honnête, l'intitulé du sujet qui est « On t'a menti ». D'accord? On t'a menti sur le métier de coach sportif, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Ok. C'est parti. Qu'est-ce que tu peux nous dire ça, Gary, sur ça? On t'a menti sur le métier de coach sportif. Qu'est-ce que ça... Alors ça m'évoque quoi? Ça m'évoque en fait quand on voit coach sportif, on voit que les points positifs, Mmh. mais il y a aussi des points négatifs. Donc on va pouvoir les compter pendant cet épisode de podcast. 30 minutes, donc ça c'est cool, 30 minutes nos épisodes de podcast, donc ça permet de pouvoir faire son petit cardio après sa séance, nous écouter en voiture dans les bouchons ou pas. Donc c'est vraiment parfait pendant un petit goûter, pendant qu'on est peut-être en train de travailler. Donc ça, c'est vraiment cool comme format. C'est vraiment 30 minutes. C'est ça le principe podcast, 30 minutes. Alors, les points négatifs, parce que souvent les gens, quand ils voient un coach sportif en train de faire une séance à son client ou à ses clients, ils disent, oh voilà, putain, c'est facile d'être coach. Il y a juste besoin de dire de faire l'exercice et c'est bon, quoi. Les gens nous voient comme des prescripteurs d'exercice. Et ça, c'est un problème, parce que c'est loin d'être ça. C'est pas simplement, vas-y, tu fais ci, tu fais ça, et puis tu seras comme ça. Les points négatifs, le premier qui me vient à l'esprit, dans le fait qu'on t'a menti, quand on t'a dit que coach sportif c'était le métier 100% rêve et super, super top, c'est que tu travailles quand les autres ne travaillent pas. C'est ça le premier point que je peux voir. Dire que tu vas travailler le matin peut-être de 6h à 8h, entre midi et 2, et surtout le soir de 17 à 20h, 21h, 22h peut-être. Et ça, quand tu as une vie de famille ou quand tu comptes en créer une, ça peut poser problème. En tout cas, il faut être conscient que les horaires sont totalement différents d'un 9-17 salarié de bureau classique. Ouais, alors oui, mais après tu peux choisir tes horaires. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord et moi aussi je suis passé par ce concept-là parce qu'en fait, oui, on dit souvent, on va, coacher les gens quand, les gens ne travaillent pas. Donc nous, on travaille quand, les gens ne travaillent pas. Donc ça paraît logique effectivement, soit très tôt le matin, soit entre midi et 2, ou soit 17, 18, et puis, plus. Donc ça, c'est la vérité. Après, mais là, c'est pas l'objet de tout ça, mais, il y a une autre voie, c'est de choisir clairement, non pas d'être, esclave de son client et de dire: «Ah bah, tu peux à 18h, bon bah, je serai là à 18h». C'est de toi mettre tout en œuvre en amont, pour te créer ton propre emploi du temps. Mais ça ce sera on en pourra en reparler, mais c'est pas l'objet. Mais très, très bonne remarque. Parce que je pense que, on va dire, 95 des coachs passent par, cette problématique-là, quoi. Et de par ce biais-là, c'est comme si on faisait plusieurs jours en un. Parce que du coup, si on coach en salle, et quand on commence coach en salle, c'est encore une fois le plus facile et le plus accessible pour avoir le maximum de clients le plus rapidement possible. Ça, c'est une certitude. C'est surtout aussi, voilà, on a plusieurs jours en une. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai travaillé quand j'étais salarié un petit peu en restauration. C'est pareil, tu as le service du midi qui se finit à 15h et tu as le service du soir qui commence à 18h45. Donc tu as une pause entre les deux qui peut être très trop courte pour le coup. Ouais. Donc il faut prendre ça en considération, c'est-à-dire tu vas devoir reprendre ta voiture ou encore si tu as de la chance comme moi, aller à pied plusieurs fois à la salle. Donc ça peut, je dis bien c'est du conditionnel, être une problématique. Donc il faut bien orienter sa journée, bien préparer, faire en sorte que tes clients s'enchaînent au fur et à mesure de la journée pour ne pas venir 2 fois ou 3 fois dans la journée. Et en plus de ça, c'est là le deuxième point, quand tu vas épouser le succès, il va falloir bien savoir à quelle période de la journée, à quel moment de la journée tu vas devoir t'entraîner, parce que sinon l'entraînement va être très très compliqué
à pouvoir placer dans ta journée, tout simplement. Les amplitudes, même chose, les amplitudes horaires, c'est forcément, enfin, ça va avec la contrainte de, je travaille quand les gens travaillent pas, donc c'est clair que les 3 moments phares que tu partageais, matin, enfin très tôt le matin, midi et soir, bah, forcément, ça peut te faire effectivement des trous dans ta journée, quoi. Et OK. toi, depuis que t'es coach depuis plusieurs décennies, du coup, ça ne nous rajeunit pas, Mmh ça te mh. rajeunit pas en tout cas. T'arrives à t'entraîner comme avant, tu t'entraînes combien de fois par semaine, tu t'entraînes à quelle heure exactement, t'arrives à faire ça comment? Alors, quand j'étais, un vrai coach, en club de fitness, par exemple, moi j'avais trouvé la combine que l'entraînement pour moi, c'était des moments où je récupérais des clients. Parce que, du coup, moi, je m'entraînais différemment des gens, sur plateau cardio muscu et c'est vrai que, ça m'a aidé énormément, à avoir, énormément de clients parce que: «Ah bah tiens, c'est quoi le matériel que tu utilises? Ah, c'est quoi le type d'entraînement?» Donc après, j'organisais même des sortes un peu de ce qu'on fait dans les salons, bah, typiquement dans les salons du fitness ou des choses comme ça, où en fait, je me disais: «Tiens, c'est la semaine», alors aujourd'hui, ça paraît un peu débile parce que les outils, ça paraît, c'est en fait dans le paysage d'un club de fitness, mais à l'époque, le TRX était tout nouveau, les kettlebells, enfin, l'entraînement fonctionnel était nouveau. Donc en fait, je faisais des semaines thématiques et je faisais des petits trainings de 10 minutes, sur un exercice en question et puis, je faisais passer, 5-6 personnes, sur 1 heure. Et du coup, mais à chaque fois, alors c'était peut-être la belle époque, mais sur 5-6, il y en a 3 qui passaient et qui prenaient des cartes de 10 séances, quoi. Donc voilà, et après, bah, si moi je voulais m'entraîner sans être perturbé, j'y allais, parce que j'avais les clés du club, donc j'y allais quand il y avait personne au club et c'était voilà, c'était pas ça a jamais été une très grosse problématique. Ok. Ok, parce que c'est vrai, quand je pose cette question-là, c'est que moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, ma première fois en salle de sport, j'avais 15 ans. J'en ai 30 aujourd'hui, donc on est à x2. Donc j'ai connu toutes les périodes de la salle de sport. J'ai connu les salles de fitness quand c'était pas à la mode, un peu comme toi de toute façon. Quand c'était Mmh pas à la mh. mode, ou quand les seules personnes qui étaient en salle de sport, c'était des bodybuilders, c'était underground, ça c'était cette période-là. Où les seuls moyens de s'informer, c'était les magazines S, Flex, voilà, tous les magazines avec le gros bodybuilder ou la période des compléments alimentaires, pareil, plus tu étais hyper musclé, c'était l'égérie sur les pots de compléments, c'était que des mecs ou des filles hyper bien foutus. Et en salle, c'était exactement pareil, tu avais une femme pour 50 gars d'inscrits, voilà, cette période-là, alors qu'aujourd'hui, on se rapproche limite de la parité. Ouais, ce qui est marrant, c'est que moi, tu vois, en 25 ans, j'ai jamais connu parce que j'ai jamais été dans des clubs, de body ou de choses comme ça. C'est pour ça. J'ai absolument pas du tout connu. J'étais pas du tout attiré par tout ça et du coup, j'étais toujours dans des clubs, à l'époque, c'était, très familial, et tout donc c'est vrai que moi, j'ai pas connu cet univers, pourtant, c'était à l'époque, je te dis l'anecdote que j'ai, c'est quand j'ai été la première fois, au salon du fitness, il y avait un mec, mais qui était tellement monstrueux et je savais pas qui c'était. En fait, c'était Ronnie Coleman, quoi. Donc bon, j'étais un peu, vraiment, pour le coup, je n'y connaissais rien en bodybuilding et je ne savais même pas, à l'époque, oui, Ronnie Coleman, c'était le gratin mondial, du bodybuilding au monde, donc voilà, la petite anecdote. À l'époque, c'était simple. Tu allais au Body Fitness du Quaport de Versailles, tu te pensais énorme dans ta salle, tu étais le plus énorme de ta salle, tu étais le plus jeune et le plus énorme. C'était rare les mecs qui commençaient jeunes la muscu à cette époque-là. Et quand tu arrives au centre fitness, tu perdais tout ego. Hein. Tu disais, ouais, en fait, non, je suis ridicule. Vivement que ça finisse, que je retourne m'entraîner parce que là. Après, Ouais. j'étais jeune, hein, j'avais pas l'esprit comme quoi il y avait des choses qui étaient grandement en développement musculaire. Yes, yes. À cette époque-là, je m'entraînais quand j'ai commencé à être sérieux, c'était vers 17 ans et demi, juste un peu avant la majorité. Là, j'étais dans une asso sportive, j'étais dans un asso de muscu de ma ville. Et là, je m'entraînais de 19h à 21h, 21h30. Grosso modo, c'était ça. Je m'entraînais où il y avait du monde. Et après, au fur et à mesure, je commençais à m'entraîner sérieusement pour les compétitions. C'était plus après manger, donc 14h, 16h.
Et après, quand j'ai commencé vraiment à vivre mon activité, en fait, il n'y a plus le choix. Parce qu'étant dans un Basic Fit, le Basic Fit, il n'y en avait que deux dans mon département, deux dans ma ville même. Euh, et en fait, c'était impossible de s'entraîner les autres heures. Donc, à part s'entraîner de 6 heures à 8 heures, voilà, globalement, cette fourchette-là, c'était impossible, c'était fini. C'était impossible de s'entraîner. Et aujourd'hui, pareil, si je ne m'entraîne pas de 6 à 8, aller voir de 8 à 9h30, parce que dans le Basic Fit où je suis, et dans la globalité des salles où il y a du monde, c'est l'heure de trou, c'est l'heure où il y a vraiment personne, à part la nuit, mais bon, après la nuit, ça sert à rien de perturber ces cycles, ces cycles hormonaux et de sommeil. Et en fait, de 6 à 8, c'est le top. Mais après, pareil, plus tu es connu dans ta salle, plus après on va te parler les heures et tout ça. Donc plus ta séance, c'est un peu être foutu. Donc c'est là, peut-être, c'est important de s'entraîner dans une autre salle. Ça permettra de voir autre chose, d'autres personnes et surtout de pas te déranger. Parce que sinon, ton entraînement, ça peut être très compliqué. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération dans son entraînement. Parce que quand on te parle tout le temps, les gens, ils font pas la différence entre t'es en train de t'entraîner et t'es en train de coacher, t'es en train de rien faire. Tu vois, ils font pas la différence. Donc ça peut être très vite compliqué de s'entraîner, en tout cas de suivre un programme fixe à une heure qui nous convient. Donc faut savoir ça aussi. Moi, une des plus grandes trahisons, je pense, c'est de confondre. Non, mais c'est de confondre. Justement, ça va rebondir aussi sur ce que tu as partagé sur l'entraînement, mais pour moi, sur un hobby et un métier, quoi. Et ça, je pense que, alors je parle pas forcément pour la majorité, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils pensent avant tout à s'entraîner encore plus, à faire des compétitions, à faire des machins. Et en fait, c'est quand que tu bosses, quoi, tu vois. Euh, Là, on parle de coach sportif indépendant, d'accord. C'est le sujet, enfin c'est le titre de notre émission, du podcast, de la chaîne. Donc, quand tu es indépendant, on en a commencé à en parler un petit peu dans l'épisode 0, c'est qu'il y a une grosse, grosse différence. Après, il faut savoir vraiment ce que vous voulez. Je suis d'accord que tu dois être un rôle modèle, que tu dois continuer à t'entraîner, blablabla, c'est OK. Mais il y a un moment donné, il y a aussi des périodes, et ça a dû t'arriver aussi, de baisser le pied en termes de training, parce que ta priorité, c'était peut-être justement d'accélérer sur le business, de développer son business ou d'avoir un événement. Et du coup, et c'est ça où je pense, je vois beaucoup de coachs, et Dieu sait que j'en vois, mais il y a des fois, je ne comprends pas, quoi. Là, je vais prendre l'Irox parce que c'est en ce moment, c'est la tendance fitness du moment. Je vois des coachs. Alors, c'est cool, hein, ils commencent à faire des bons résultats et tout, mais en fait, ils passent plus de la moitié de la semaine à être focus là-dessus, à s'entraîner. Donc, forcément, plus tu t'entraînes, plus tu fais de la compétition, plus tu te fatigues, moins tu es lucide, moins tu as du mental. Et quand tu es un chef d'entreprise, c'est la clarté mentale qui est le plus important. Enfin, je sais pas, tu as dû t'en rendre compte, c'est que quand tu es épuisé, tu n'as pas d'idée, tu n'as pas envie, tu n'as pas de et du coup, c'est ça l'harmonie et l'équilibre. Donc, je vous empêche pas de vous entraîner. Moi, je garde toujours cette passion de l'entraînement, mais il y a deux poids, deux mesures. Voilà, par rapport à ça, ne confondez pas hobby et votre métier. Qu'est-ce que vous voulez réellement? C'est vrai que ta passion peut t'empêcher de réussir et même ta passion va t'empêcher de réussir. Ça, c'est une certitude. Un un entraînement musculation, aérox, refit, peu importe, un entraînement fonctionnel, tout ce que vous voulez, tout ce que tu veux, en fait, ça va te créer de la fatigue, hein, ça c'est une certitude. Donc, il faut savoir le faire au bon moment. Si tu t'entraînes, par exemple, moi, c'était devenu une nécessité, c'est devenu obligatoire de m'entraîner le matin. Si je ne m'entraîne pas le matin de 6h à 8h, c'est terminé. Je ne peux absolument plus rien faire. Alors qu'avant, je m'entraînais au milieu de journée. Quand tu te au milieu de journée, après une séance jambes, par exemple, qui demande énormément d'énergie, énormément de sucre, de glycogène, tu rentres chez toi, tu t'allonges, tu pars en sieste ou enfin tu t'endors sans le vouloir. Donc après tu perds une heure et demie de plus. Euh, T'es improductif. À un moment donné, on a tous 24 heures dans une journée. Il faut avoir ses propres types, ses propres actes de productivité. Sinon, tu vas être en queue de peloton et tu vas t'échapper et tu as d'autres coachs qui vont passer devant toi et qui vont être meilleurs que toi plus vite, tout simplement. Et qui ont fait des meilleurs choix que toi aussi. Donc c'est vrai que c'est particulier. Non, puis ouais, il y a autre chose, on peut aller plus loin sur ça, c'est que, moi j'ai connu, enfin, il y en a, mais peut-être que certains se reconnaîtront, c'est qu'il y en a qui se sont, carrément blessés, et des graves blessures. Je me souviens d'un coach, du coup,
il poussait, machin, il faisait voilà. Un jour, bah, du coup, il a été, trop loin, rupture du tendon d'Achille. Rupture du tendon d'Achille quand tu es coach indépendant, tu fais comment? Tu m'expliques? Donc du coup, tu as plus de business. Tu as plus de business, tu as pas de chômage, tu es pas salarié, tu es pas c'est hyper compliqué. Oui, alors après, tu vas pas rester, sur ton canapé, parce que, voilà, tu peux te blesser, tu peux te faire une rupture, un croisé, en sortant les poubelles chez toi. Mais voilà, faut faire attention. Moi, franchement, ça dépend. Dans ce cas de figure-là, je continue à coacher quand même. Après, ça dépend comment on est éduqué et élevé, hein. Tu vois, je me suis déjà blessé au dos, un soulevé de terre, peu importe, hein, peu importe la nature de la blessure. Et je peux même te dire, si je suis en béquille ou un truc où je suis blessé et ça se voit visuellement, je m'en servirai pour parler à des personnes que je parlais pas. Du coup, ça peut être aussi une carotte. Ça dépend comment on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Oui, mais tu auras même bon, tu vois, tu peux avoir, rupture dans ton tendon d'Achille, tu peux avoir une botte, mais tu vas avoir quand même un laps de temps ou des choses où tu vas pas avoir la l'aisance que tu avais si tu étais, opérationnel. Mais bon, ça je pense que c'est aussi à prendre enfin, vous devez prendre en compte aussi, ça dans cette notion de, «OK, je suis là pourquoi? J'ai fait cette formation où je me suis lancé en tant que coach, pourquoi j'ai fait ça, quoi?» Si c'est pour faire du black et gagner, 300-400 € de temps en temps, quand vous avez le temps, bon, OK. Mais une nouvelle fois, nous, on s'adresse à des personnes qui veulent vivre à 100 de leur activité. Voilà, mettez, enfin, faites votre plan. OK, ma vie pro, ma vie perso, où est-ce que je mets les limites pour que vous puissiez avoir un minimum de cadre? Est-ce que tu aurais une autre vérité sur ça? Sur, ce qu'on vous a caché? Moi, j'ai pu le voir, suivant le poids que je fais, bah, tu sais dans quelle période je suis. Là, je suis à plus de 100 kilos, donc là, c'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Je suis à plus 20, je suis à 1,82 m. Bah, je suis monté à 106 kilos, donc j'étais à plus 24. Donc là, c'est chaud, hein, j'ai jamais monté aussi haut. Donc par rapport au poids que je peux faire maintenant, tu peux savoir dans quelle période je suis. Donc tu sais que là, c'est de la structuration et ça va péter, mais plus tard. Tu vois? Parce le coaching, on parlait de l'épisode 0 de la gratification différée. Bah là, on est en plein dedans. C'est-à-dire tout le travail que je fournis là en sous-marin, bah, je vais pas avoir les récompenses tout de suite, je l'aurai plus tard. Et c'est un peu particulier dans la tête parce que tu dis peut-être que oui, peut-être que non. Bon, normalement, il n'y a pas de souci. L'expérience, on connaît. Par contre, quand je suis à 84 kilos, donc je suis à plus 2, ah bah là, je suis pas la même personne, hein. Ah là 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 là, je suis pas la même personne. Là, quand je fais ce poids-là, je suis là pour abattre. Toi, je suis pas du tout la même. Parce qu'hormonalement parlant, bah, je suis différent forcément. Donc c'est aussi ça à prendre en compte. Si moi j'ai des tendances boulimiques personnellement parce que j'ai fait de la lutte à haut niveau, qui est un sport à catégorie de poids, moins de 84 kilos, c'était le poids qu'il fallait que je fasse. Les compétitions men physique, j'en ai fait 5 au total, autour de mes 20-22 ans. Et pareil, bah, le poids, il fallait pas faire un poids spécifiquement, mais il fallait être très sec, il fallait être à 5, 6, 7% pour espérer être bien, en tout cas, ou faire une place. Bah, pareil, je tournais autour de 84 kilos. Donc en fait, bah, il faut se connaître aussi. Souvent les coachs, bah, s'ils sont devenus coachs, c'est qu'ils avaient un problème plus ou moins avec la nourriture. Donc soit des tendances anorexiques, des tendances boulimiques, des tendances à avoir des TCA, des tendances à être avoir de la dysmorphobie, je crois c'est ça, dysmorphobie, de la bigorexie peut-être aussi. Donc il faut se connaître parce que justement le coaching, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que le chemin que tu fais le chemin de croix que tu fais personnel, introspection, bah, c'est grâce aux autres aussi que bah, tu vas plus loin dans ça. C'est là que tu deviens meilleur toi-même et qui fait que bah, tu arrives à coacher de façon plus pertinente les gens qui seront en face de toi. Puis bah, notre vérité pour le coup, c'est que bah, tu sais jamais tout. Et il faut être honnête envers les personnes que tu vas croiser en disant tout simplement, là je ne sais pas, donc je ne me prononce pas. Parce qu'en France, on a tendance à donner des réponses à peu près. Alors qu'en fait, non, mais tu peux ne pas savoir. Mais il faut le dire et être honnête et pas chercher une réponse qui sort de derrière les fagots, pour prendre une expression très moderne. Oui, en sachant que de toute façon, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir l'impression de ne moins en connaître. C'est que quand tu commences à creuser un sujet spécifique, ben, tu t'aperçois de ton ignorance complète. Donc c'est vrai que, hem, quand on sort de diplôme ou quand on a justement une certification, bah, on se sent, pousser des ailes et c'est bien, félicitations. Mais en fait,
les diplômes, honnêtement, ça pourrait être peut-être une vérité, mais ils servent pas à grand chose, quoi, tu vois? Pour avoir, travaillé dans des pays où il y a pas, comme chez nous en France, faut formaliser un diplôme. J'ai connu des gens, qui travaillaient dans l'accompagnement sportif, nutrition, machin, qui étaient extrêmement compétents et ils n'avaient pas un papier ou quelque chose. Mais en fait, ils étaient dans une recherche constante, de connaissances, d'amélioration et surtout de le mettre en place sur le terrain, quoi. Ça aussi, c'est une vérité. C'est, ce que tu apprends, dans les bouquins et la vérité vraie, c'est la vérité du terrain. Il y a un monde, quoi, tu vois? Entre bon, on a tous fait, les méthodologies d'entraînement, je sais pas si on les fait encore, mais nous, on est avec Gilles Cometti, enfin, on a été très loin, enfin, même, avec le DU, donc faut pas rentrer forcément dans là, mais voilà, on a vu des méthodes d'entraînement. OK, c'est super beau sur le papier, et après, avec Ginette, on lui fait comment le plêt-neuf, quoi, tu vois? Donc faire attention aussi, il y a plein de choses, il y a plein de choses vraiment qu'il faut faire, enfin, il faut être, sur le terrain pour vraiment s'en rendre compte, quoi, tu vois? Je pense que tu peux pas accélérer ton apprentissage terrain. Ça i Même si aujourd'hui on te dit, sur les publicités, que tu peux accélérer, oui, par la connaissance, mais la connaissance, en fait, il faut aussi l'ingurgiter, et je pense qu'aujourd'hui, bah, avec l'information, on est dans l'économie de l'information, donc bah, tout est accessible, YouTube, ChatGPT, tu peux avoir le problème, c'est que entre assimiler une information et puis la comprendre, la digérer et puis la transposer par rapport à toi, eh ben, il se passe énormément de temps, et je vois beaucoup aussi de coachs. À contrario, il y en a qui font pas de formation, qui font rien. Mais à contrario, je vois en fait le contraire. Je vois des coachs qui font des formations, tous les week-ends. Mais en fait, ils n'apprennent rien. Alors, ils ont l'impression mais en fait, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le fait d'assimiler, genre, tu me parlais l'autre fois que tu avais fait, avec Christophe, la PNL, ça date un peu, mais la PNL, pour rentrer dedans et pour, vraiment comprendre et tout, tu vois? J'emmagasine l'information, mais à un moment donné, après, il faut que je puisse la tester, il faut que je puisse, et en fait, toute cette période-là de travail, je pense qu'elle est pas faite, quoi, tu vois? Donc c'est bien beau d'avoir de l'information, de lire des livres et cetera. Le problème, c'est que tu en fais quoi sur le terrain, quoi? Ouais, bah c'est vrai qu'il y a de plus en plus de coachs qui se forment, donc c'est super, c'est vachement bien. Tu vois, le marché est un peu plus éduqué, si je puis dire. Mais il existe des nouvelles catégories de coachs qui, en effet, enchaînent les formations, donc ils n'ont pas peur d'investir, donc c'est cool. Mais ils ingurgitent, ils ingurgitent, ils ingurgitent, et au final, ils en font pas grand-chose, quoi. C'est comme s'ils prenaient une feuille comme ça, hop, il la roule, il la plie en deux, en quatre, en 8, en 12, et ils se le mettent au fond du rectum. C'est la même chose. Voilà, c'est un peu ça. Et au final, c'est l'action qui fait l'information, et c'est pas l'information qui fait l'action. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est l'aventure qui fait que tu vas apprendre et découvrir des choses, et pas le fait que quelqu'un t'ait dit que ça se passe comme ça, que ça se passe comme ça. Donc c'est ça aussi, il faut être prêt à l'aventure. L'entrepreneuriat, c'est une aventure. C'est surtout ça, c'est une quête. Ça ressemble plus à un manga, à un shonen, pour les connaisseurs, qu'autre chose, hein. C'est pas du tout une promenade en barque dans un lac paisible, hein. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une montagne russe. Donc ça, c'est une certitude. Donc il faut vraiment passer à l'action. Et c'est passer à l'action, hein. Les gens, ils sont persuadés quand ils prennent une formation qu'en fait ils vont apprendre d'autres choses. Des fois, oui, c'est vrai. Mais après, à un moment donné, il faut l'ingurgiter, il faut comprendre, il faut le conscientiser, puis il faut l'appliquer. Et ça, toi, moi, je ne savais pas que ça existait, mais c'est vrai que maintenant, dans le marché du fitness, du coaching, bah, ça c'est de plus en plus. Surtout que toi, tu as été, si ce n'est l'acteur numéro un, bah, pour éduquer le marché, parce que du coup, tu es parti vraiment des années 2000, donc tu es parti de loin, quoi, j'ai envie de te dire. Mmh. Donc, tu es vraiment le mec du milieu avec qui a comme ça, tu vois, qui a emmené tout un, bah, des coachs qui auraient jamais continué le coaching. Et j'en fais partie, hein. Si j'étais pas tombé sur tes vidéos YouTube à l'époque, ça aurait pu être très compliqué pour moi. Même si j'avais des qualités, j'avais des qualités que les coachs n'ont pas. Et c'est peut-être ça qu'on peut parler pour finir l'épisode. Mmh. Parce que justement, à l'école,
Voilà, c'est de l'information, c'est du blabla, blabla, blablabla. Ok, connaissance, super. Mais on t'apprend pas, en tout cas, à développer tes points forts. Parce que il y a l'école française et l'école américaine. L'école française, c'est point faible, point fort. Ok, tu as des points faibles, il faut que tu les améliores pour que ça ne devienne plus des points faibles, mais au moins des points moyens, voire peut-être, de façon utopique, des points forts. Ça, pour moi, mauvaise mentalité. La mentalité américaine, qu'est-ce que c'est? Tu as des points forts. T'en as qui sont génétiques, t'en as qui sont dus au travail, peut-être inconscients. Et bah ok, au lieu de te focaliser sur les points faibles que tu vas développer tes points forts au maximum, à leur paroxysme. Et c'est ça qui fait que bah, en entrepreneuriat, dans le sport, dans plein de domaines, bah, c'est le numéro un parce que du coup ils se focalisent sur leurs points forts, qui sont naturellement forts, ils vont les augmenter encore. Donc au lieu de nager à contre-courant, ils vont dans le courant et ils se mettent à faire du crawl en mode torpille. Et c'est pour ça, en l'occurrence, qu'ils sont de plus en plus forts. Et pour moi, c'est ça la bonne chose à faire. Donc, au lieu que nous, l'école française, comme tu as dit en plus par le diplôme, c'est très codifié, et puis il faut ça, et puis il faut ça, et tatati, et tatata. Ok, super. Focaliser l'apprentissage sur les qualités intrinsèques de l'humain. Parce que c'est l'humain qui fait la différence. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus à l'aise en public? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus facilement vers les gens? Qu'est-ce que je peux faire pour être plus convaincant, être plus persuasif? Et l'école n'oriente pas du tout sur ça. Au final, tu vas avoir des coachs qui sortent de diplôme, mais mon gars, si t'es timide, si t'es introverti, t'as du mal à parler, je sais pas, à une fille d'un mètre 50, 50 kilos, bah, le coaching, ça va être compliqué pour toi. Mmh. Moi, j'ai eu cette réflexion-là dès que j'étais ado, parce que étant ado, j'étais extrêmement timide. Et j'ai dit, putain, je veux faire un job comme quel coaching où tu es mis en avant, bah, les clients ne vont pas tomber du ciel. Donc moi, j'ai eu une réflexion qui était très longue et qui a mûri. Et c'est en STAPS que ça a commencé à exploser. Puis après, dans le coaching, bah, j'ai pas eu le choix. Parce qu'il n'y a que quand tu n'as pas le choix que tu performes, encore une fois. Mmh mh. C'est quoi, d'avoir du coup, les qualités qu'il faudrait qu'à l'école, ou même que la personne de façon individuelle, puisse bah, travailler à côté pour vraiment performer dans le coaching et avoir des clients, de l'argent et vraiment une vie, Ça pourrait peut-être être un sujet, on va peut-être pas parce qu'il y a plein de choses à dire, mais je pense que ça peut être un sujet ça. Quelles sont les qualités, inhérentes à un coach sportif? en note. T'en penses? Ouais? On note? Parce que je pense que ça peut être, intéressant. Ça fait un cliffhanger pour la semaine prochaine. Hein, ouais. Ouais, ouais. Si on devait justement, clôturer cet épisode par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ce serait, qu'est-ce que tu retiens? Bah, je retiens que bah, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. La vie n'est pas rose. Il faut savoir nuancer ses propos, etc. Et surtout que oui, il faut, bah, pour gagner du temps, il faut voir si tu as déjà un coach qui réussit dans ta ville ou proche de toi, bah, regarde c'est quoi la vie concrète d'un coach, hein. Ça serait cool de faire C'est vie ma vie de coach pour avoir vraiment tous les détails sans fioriture de ce que vit un coach au quotidien, pour avoir la vision la plus précise de ce qu'il existe et de ce que je veux, de ce que je veux pas, ou de ce que je veux améliorer ou ne pas faire. Pour moi, ce serait ça la conclusion que je pourrais amener. Et bah, c'est ce que j'avais fait aussi par le passé, un peu à vivre ma vie de coach à l'époque. J'ai été une semaine avec un coach en stage, quoi, non rémunéré, pour voir ce que ça donnait, pour voir si j'avais vraiment envie de faire ça, et si c'était ce que je pensais ou pas. Et à partir de là, bah, j'ai amélioré tout derrière. Tu vois, j'ai vu lui, par exemple, le coach, il faisait des tarifs dégressifs, tarifs à l'heure. Je dis, vas-y, moi, je veux pas faire ça. Donc, grâce à cette expérience-là, bah, j'ai fait l'inverse. Mmh. Ouais et puis, moi je terminerai par, de toute façon aujourd'hui, si vous démarrez ou, votre activité, laissez-vous le temps parce qu'aujourd'hui on est dans l'immédiateté, on veut tout, tout de suite. Heu, re mettez-vous enfin, il faut être un minimum structuré, quoi et ça aussi c'est, l la trahison de le coaching, vous faites du coaching online, c'est facile, vous allez gagner 10 000 € par mois. Hem et le 2e truc, c'est ce qu'on parlait, la semaine dernière, c'est, ne voyez pas trop petit parce que, 2 à 3 000 € par mois, c'est un bon début, c'est top, c'est ce que vous devriez aller chercher, 2 000 €, 2 à 3 000 de chiffre d'affaires. Mais, certains aussi font bien plus. Entourez-vous de personnes qui vous pensez, peuvent vous apporter, peuvent vous élever
et puis, faites votre petit bonhomme de chemin, comme nous on a pu, le faire, avec Gary. C'est sûr que si, voilà, les 1 années, les 2 3 premières années vont être, peut-être pas les plus difficiles, mais en tout cas, il va falloir passer le cap. Mais voilà, essayez, je retiens aussi ce qu'a dit Gary, le côté humain. On est dans un métier humain. C'est ce qui m'a été reproché sur, des publicités Facebook, c'était assez drôle, où en fait les coachs ne comprennent pas, quand on parle d'hybride, d'online, de présentiel, bref, on mélange un petit peu tout, je trouve, mais oui, c'est un métier d'humain, même si tu vois, si tu as jamais vu la personne, tu la vois en visio, tu l'as au téléphone et cetera. L'accompagnement, le coaching, à un moment donné, c'est, les gens cherchent quelque chose. S'ils font appel à toi, c'est qu'ils ont une envie particulière, c'est ce que tu vas devoir découvrir et bien sûr que si, si tu es un véritable connard, bah, ça va pas fonctionner, quoi. Voilà, pour, terminer. En tout cas, merci à tous. Si, vous aimez ces premiers épisodes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à avoir le feedback. On veut du tout simplement du feedback, pas pour nous dire, «C'est bien», mais du feedback, des idées. Qu'est-ce que vous entendez sur, justement cette, on vous a menti là, sur le sujet du jour? Et puis, la semaine prochaine, je ne sais pas ce que Gary m'a prévu, mais du coup, prochain, sujet. On se voit la semaine prochaine. Merci Gary en tout cas. Allez, salut à tous. Ciao.